Turn off, or we've been hit with some type of acid. Come on! Salt has been compromised. We need backup immediately. Just hold on, Shadow. We're on our way. Who wants some? Et je sens que ça va pas voler haut, ça me fait très très peur. Je sens que là, avec vous deux, là, ça va être allons boire un petit coup. Pour ceux qui regardent les émissions de Gérard May, Serviette chaude est derrière la deuxième caméra. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Allez. Allez, Yves Calvi, Pierre Ménès, Garou, Rock Voisine, Brian Adams, tout le monde sur le plateau. Et là, je te dis, là, l'analyse de la France, ça va y aller, quoi. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette opération frisson spéciale. Les films concept, c'est cool, et en théorie, ça devrait pas être compliqué. You all read the same email I did, and it said zombies. Et ouais, en ces temps de ricanement médiatique institutionnalisé, où tout projet artistique, tout débat, toute personnalité doit être empreint de gaudriole, sous peine d'être censuré par les cerbères d'une bronchitude cynique, un film n'a plus le choix. Il doit se résumer à deux mots accrocheurs. Il doit se résumer à deux mots accrocheurs, certes pour faire jouir la victime de la crise qui ne veut pas se prendre la tête, mais surtout pour ne pas trop déstabiliser des décisionnaires pétochards. 1. Don't you ever touch me again. 2. Don't you ever touch me again. C'est ce qu'ils appellent un concept. Sauf qu'un concept n'est pas simplement l'idée générale qu'on se fait d'un objet de pensée, mais la manière dont une entreprise est conçue, dixit le Larousse. Voilà pourquoi les films concept, en théorie, ne devraient pas être compliqués à réussir. Il suffit de coller à son concept pour que le concept, en tant que manière dont une entreprise est conçue, corresponde au concept en tant qu'idée générale qu'on se fait d'un objet de pensée. Eh ouais. Alors après, j'explique. Pour être clair, dans ce tube cathodique qui n'accepte le sens qu'à travers le prisme de la métaphore crasse, si tu promets un cheeseburger dégueu, refourgue un cheeseburger dégueu, pas un sandwich bio aux céréales. Mais je suis pas en train de dire qu'un sandwich bio aux céréales, c'est bien. Donc il a pas compris la phrase. C'est-à-dire, ça c'était censé être la phrase simple qui expliquait la phrase compliquée. Si tu promets un cheeseburger, tu refourgues un cheeseburger, pas un sandwich bio aux céréales, c'est que tu colles à ton concept. Quand moi on me dit, je vais foutre Schwarzenegger et Stallone dans un film, il est là le concept. T'as pas envie qu'il se la pignole un télo au bout d'une table en train de se dire, attends, je suis super malin. Tu veux pas ça. Tu veux qu'il prenne une sulfateuse et qu'il démastique. C'est ça. C'est tout ce que je dis. Ils te disent, on va faire l'ultime film de zombies à échelle mondiale, les zombies vont envahir la Terre. Qu'est-ce que t'as au final? T'as tous enfin un film de zomblard, quoi. C'est pour ça que je dis que le seul film qui correspond à ça, c'est Pacific Rim. Del Toro, il te dit, je vais te faire des robots géants qui se battent contre des monstres géants. C'est quoi le film? Voilà. Merci, c'est tout ce que je dis, cheeseburger. Preuve en est ce mois-ci avec 3 films au concept ultra simple. 2 légendes du cinéma d'action se foutent sur la gueule. Like a vegetarian. Des robots géants et des monstres géants se foutent sur la gueule. Des zombies et le monde entier se foutent sur la gueule. Voilà, c'est simple, ça se tient, c'est ça qu'on veut voir, rien d'autre. Alors, nom d'un petit bonhomme, nom de Dieu, nom de Zeus, nom de ce que tu veux. Pourquoi 2 sur 3 nous refourguent autre chose et se ramassent comme de grosses otaries bourrées à la bière? Je veux voir des mano à mano, je veux que ça soit hyper violent, je veux des phrases à la con. Je veux qu'à un moment donné, les deux, ils soient là, il y a 50 détenus qui leur tombent dessus et qui font un tiens, je leur dis comme dans Commando, quoi. Il fait ah, tu vois, c'est genre, c'est ça, tu veux te marrer. Et puis en plus, s'il est gravataire, c'est encore plus drôle. Ok. Premier concept, là j'ai l'air. Premier concept, ah non, je vais y arriver. Premier concept de merde. Je me calme. Après sucer Snake Schwarzy et Stallone. Look what's coming. Premier
Premier concept, assouvir le fantasme absolu des quadras fans d'action bourrine en promettant le face-à-face tant attendu entre Schwarzy et Stallone. Certes, Expendables est passé par là, mais notre gouverneur adoré y faisait figure de Black Potash, ce qui est vachement de tendance. Avec Escape Plan ou Évasion en français, on espérait le cran au-dessus, un rêve devenu réalité, un monument d'action certes nostalgico-racoleur, mais furieusement jouissif, dans lequel nos deux papis allaient forcément défoncer une prison à eux tout seuls, défoncer des tonnes de détenus crétinoïdes, et cerise sur le gâteau, se défoncer eux-mêmes dans un duel homérique. Voilà les attentes que suscite le concept. Et puis après, il y a le film. Welcome. J'ai eu beau clamer ma déception après avoir vu Bullet to the Head et Le Dernier Rempart, degré zéro de l'ambition cinématographique, les deux films solo de Schwarzy et Stallone avaient au moins pour eux de décliner leur concept et d'offrir le minima de ce qu'on attendait. Un Stallone badass qui démastique des ripoux et un Schwarzy redneck qui démastique des ripoux. C'était mal branlé, chiant et pas toujours drôle, mais les deux stars étaient en accord avec elles-mêmes. Le gros problème d'Évasion, au-delà de son insignifiant réel à qui on doit les navrants Chambre 1408, Dérapage ou Le Rite, c'est qu'on comprend dès la scène d'intro que le concept se limite à l'affiche du film et que nos deux bougres sont complètement à côté de ce qu'ils sont censés incarner, vendre et représenter. Quand on le met au mitard, c'est genre, non mais alors attention, les vis qui tiennent le sol dans le truc, ils sont faits en carbone de je sais pas quoi. Si on y met de l'eau, la réaction chimique va faire que les trucs vont se... Mec, t'es Stallone, tu prends un marteau et tu le casses le truc. Stallone nous refait le coup de la fashionista qui racole, façon Tango et Cash ou l'expert, en incarnant un intello costard-cravate qui se retrouve dans une tôle ultra sécurisée. C'est un mec qui a toujours essayé de correspondre au mode. Il y en a un qui faisait une comédie, il faisait une comédie. Il y en a un qui faisait un thriller psychanalytique, il fait un thriller psychanalytique. Non mais c'est à partir du moment où Stallone essaye de jouer un truc qui n'est pas lui, qu'est-ce qu'il fait dans l'expert Stallone ? Il essaye de montrer qu'il est plus sexy que Sharon Stone. C'est tout, tout le film, c'est ça. Il se voit à poil dans la douche, il est huilé à la fleur d'oranger, et il est là genre... Regarde. Et Schwarzy, qui traîne autant la patte que Steven, se raccroche à ses Black Potash, maintenant qu'il ne peut plus filer un coup de tatane correct. Where's Victor Mannheim? You know, to many people, he's a hero. 9 seconds. Do you have a pencil and a piece of paper? 8 seconds. I could draw you a map. You know, when I was a kid, I always wanted to be an artist. Oh my God. Problem was, I had no talent. 6 seconds. I tried, and I tried, and I tried. 5. Do you have dreams? 4. Or did you always want to be this? 2. 1. Done. Look. There. I told you. No talent. Il y a un truc qui fait penser rigolo. Bah, mais ouais, ça me fait marrer. Pendant 2 heures, et je déconne pas, 2 heures, Évasion imprime comme seule image un Stallone qui se prend au sérieux et un Schwarzy qui rigole, les deux assis à une table en train d'échafauder un plan top compliqué à base de chimie pour prof de fac et de psychologie comportementale. Le hic, j'ai envie de dire, c'est que le spectateur n'en a rien à cirer de voir Stallone et Schwarzy en mastermind. Ils sont autour d'une table, je te jure, ils parlent. Oui, alors regarde les gardiens. Alors lui, il marche 3 mètres à gauche, puis il marche 3 mètres à droite. Si on arrive à passer entre les deux, c'est cool. On veut les voir se la péter, combattre à main nue 200 détenus en lançant des blagues foireuses, défragmenter le dirlo à coups de sulfateuse et finir par exploser tout le décor. C'est ça qu'on veut voir, pas un buddy movie pseudo-malin avec Kevin Spacey et Rob Schneider. Et pourtant, tout ce qui est périphérique, mais inhérent au concept, est présent. Une tôle high-tech à la Fortress, un Jim Caviezel, ou Caviezel, comment on dit déjà Caviezel Jésus-Christ, quoi. Caviezel en caricature de dirlo diabolique, Vinnie Jones en gardien psychopathe et même le pauvre Sam Neill qui nous la joue docteur indigné. Une panoplie de has-been prêts à en découdre, mais qui ne font rien, comme Stallone d'ailleurs, qui se contente d'un seul pain et d'un coup de pistolet au final. Je veux dire, il faut attendre la fin de 2 heures, puis tu fais pas un film de 2 heures 2 heures! Et à la fin, le réal, tu sais juste pas pourquoi, il te fait le truc que t'avais envie de voir pendant le reste du film, et il te le fait 10 secondes au final. T'as Schwarzy qui fonce vers l'hélicoptère, ça passe au ralenti, il prend la mitrailleuse de l'hélicoptère, il retourne comme ça au ralenti, et là dans la salle, les mecs qui en pouvaient plus, qui attendaient ça depuis 1h30, ils étaient là, ils étaient là, ouais, tu sais, enfin quoi! Donc là, pam, 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 au ralenti, et là tu fais, ben voilà! C'est pas compliqué, putain, sans déconner. Bref, l'incarnation du concept qui s'auto-fuck et qui ruine toute chance de voir nos Yakayo favoris ailleurs que dans Expendables. Donc en gros, en résumé, vaut mieux re-regarder Tango et Cash. Non mais grave, mais grave! Mais grave! On est d'accord.
Ouais, alors j'ai juste un World War Z. Écoute, je considère avoir déjà écrit un texte trop long pour ce film-là. Sure you want to do this? Of course I'm not. Let's go. Good luck. Deuxième concept, montrer enfin dans un blockbuster pété de thunes une invasion de zombies à l'échelle mondiale. Un concept logique dans un sens, en tout cas pour un producteur, vu la démocratisation du genre opérée par la triomphale série Walking Dead, mais complètement absurde dans un autre, quand on connaît la politique marketing d'un blockbuster. Faire du zombie flick pour toute la famille, ce qui est obligé quand on a 190 millions de dollars de budget, c'est comme imaginer une adaptation de Massacre à la tronçonneuse chez Disney. World War Z a beau se reposer sur le cultissime bouquin éponyme et mettre l'égérie de Chanel en tête d'affiche, ça reste une équation impossible. Mais faut croire que les fantasmes ont la vie dure, avec Brad Pitt, des effets spéciaux spectaculaires intégralement montrés dans la bande-annonce, et l'aveuglement du geek capable de s'imaginer qu'il va vraiment voir un film de zombies épique, on s'attendait bien à ce que le film cartonne. Alors oui, comme pour dédouaner le truc de ses aberrations les plus visibles, d'aucuns pourront toujours dire que le développement du film fut chaotique, que le scénar fut réécrit en plein tournage, qu'on retourna entièrement le troisième acte, ou que Brad Pitt, qui joue comme une moule, était sous l'exomile à ce moment-là. I'm sorry. Mais faut quand même pas déconner, même si tout s'était passé comme sur des roulettes, à quoi pouvait-on vraiment s'attendre de Mark Foster, le responsable du pitoyable Quantum of Solace? Eh ben que dalle. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Ouais. Ouais. Mais ouais. Que dalle. Le pire, c'est que j'ai plus de gens qui sont venus me dire qu'ils avaient trouvé World War Z pas mal, que de gens qui sont venus me dire que Pacific Rim c'était top, quoi. Ou allons. World War Z est peut-être une trahison du bouquin, ou une entreprise qui s'amuse à anéantir toute la puissance suggestive de son concept. C'est avant tout une honte en termes de fabrication. Si l'on nommait bien sûr 2 ou 3 VFX que l'on doit à des infographistes qui ont dû tomber dans la syncope en voyant le résultat. Structuré n'importe comment, telle une succession de scénettes cartes postales où chaque dialogue paraphrase ce qui se passe à l'écran, blindée d'incohérences tellement énormes qu'elles finissent par être drôles, dénuée de tout enjeu émotionnel autre que de voir la pauvre Mireille Enos tourner autour de son téléphone, World War Z ressemble à un téléfilm bâclé façon Da Vinci Code. En plus, tu prends Mireille Enos pour ça, qui est une putain d'actrice. Tous les gens qui ont vu la série The Killing, ils savent que c'est une putain d'actrice. Elle est là, elle fait la potiche. Elle est là, elle tourne autour de téléphone. Est-ce que Brad Pitt va m'appeler? Est-ce qu'il ne va pas m'appeler? Voilà. Elles servent à quoi, ces scènes? Elles ne servent même pas à raconter une histoire d'amour. Non, non. Ces scènes-là servent simplement à te faire le point de montage entre deux lieux différents. C'est tout. Et ce n'est pas la version uncut, plus longue et plus gore, qui change la donne. Non, la nullité est inhérente à sa perception d'un concept qui, parce que vendeur sur le papier, se suffirait à lui-même. À tel point qu'il n'est plus utile de traiter les personnages, les enjeux, les zombies, leur mythologie ou leur symbolique. Il suffit de Brad Pitt en mode photoshoot pour Vogue, de 10 VFX qui déchirent et de l'engouement pour Walking Dead pour faire un film, le vendre et cartonner. C'est pas nouveau d'accord, mais quand je vois qu'en face Pacific Rim fait 2 fois moins d'entrées avec 1000 fois plus, ça fait mal. Mais en réalité, comme on en parlait le mois dernier, les blockbusters de l'été ont cela de douloureux qu'ils témoignent d'un recul du véritable imaginaire, tel que peut l'explorer Del Toro ou Jackson, au profit d'une insupportable rationalisation des mythes. So the earliest mention of the word zombie was in a memo from Camp Humphreys in South Korea. We haven't had contact with them since, but this could lead us to the origin. If we knew where this thing started, then we'd have a chance of developing a vaccine to stop it. Et on est dans une période où artistiquement, on ramène tout au ras des pâquerettes. Comme si le sens et l'intelligence devaient être l'explication de mythologie, l'explication d'icônes. Quand Romero a lancé les zombies, est-ce qu'il a une explication? Il n'a jamais eu d'explication. C'est toute la force du concept. Qu'est-ce qui est fort dans les zombies? C'est pas que c'est des cadavres qui vont manger des vivants. Qu'est-ce qui est fort? C'est que les morts redeviennent vivants. Tu as quelque chose de biblique, d'apocalyptique. C'est l'idée philosophique que cela traduit inconsciemment qui est importante. Quand on te dit Superman, on s'en fout que le mec il ait une cape rouge et pourquoi il a une cape rouge et pourquoi il a un costume bleu et pourquoi il a le S de Superman. On s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'il représente par rapport au monde dans lequel il a été créé. Il est la réponse à des attentes qu'on n'aura jamais. Ce sont des personnages mythologiques auxquels on adhère. C'est ça aussi la puissance de l'imaginaire, c'est nous faire accepter des choses plus grandes que nous par rapport à une valeur symbolique. C'est nous faire réfléchir sur ce qu'on est.
par des métaphores, des allégories, des symboles. Et aujourd'hui, ces symboles, on leur tente de leur trouver une justification rationnelle. Comment ils peuvent devenir les miroirs de notre être? En réduisant ça à une espèce de logique absurde, et puis qui est forcément tirée par les cheveux, parce que comment tu peux justifier Superman, ou comment tu peux justifier les zombies, ou comment tu peux justifier Batman de manière rationnelle? Ils essayent de le faire, ils se ramassent. Et en plus, vous niquez ce miroir réflexif de la condition humaine. C'est ça qui tue toutes les fictions aujourd'hui. Le culte fallacieux du réalisme et de l'explicationnite aiguë pour demeurer qui confondent logique et sens est en train de tuer la dernière petite lueur d'art qui reste à l'industrie, sa capacité à faire croire. C'est pas qu'on perd notre imaginaire, parce qu'il n'y a jamais eu autant de films d'imaginaire. Je veux dire, le succès des Marvel, c'est, entre guillemets, une forme d'imaginaire. Très bien. Mais c'est la façon dont on traite cet imaginaire. Years before, you wouldn't have picked my brother Yancey and I for heroes. No chance. Alright, let's suit up and kick some ass. Troisième concept, faire bander les fanboys du monde entier en imaginant l'affrontement forcément cataclysmique entre des robots géants sortis de Transformers et des monstres géants héritiers du Kaiju Ega. Un délire d'autant plus excitant que Grandmaster Guillermo del Toro dirige la chose avec un budget si balèze qu'il pouvait concrétiser ses rêves les plus fous. A priori, rien ne pouvait empêcher cette machine de guerre, aussi vendeuse qu'artistiquement rassurante, de défoncer au box-office World War Z, Man of Steel ou Wolverine. I got this. Hélas, Pacific Rim, sans être un bide, a ramé. Alors pour râler, pour conspuer, pour bouffer de la bouse, les geeks sont forts. Mais quand un génie leur livre sur un plateau d'argent la réponse à tout ce qu'ils réclament en permanence, il n'y a plus personne. And this is the point where he goes completely crazy. Il ruine tout. Et les mecs, c'est génial. Le schlag. Hé, rentre chez ta mère. Bon, maintenant, pour qu'un blockbuster cartonne, faut qu'il se prenne au sérieux, mon grand. Faut qu'il soit monochrome, désaturé. S'il y a un peu de caméra à l'épaule pour se la jouer naturaliste, c'est mieux. Faut que les héros soient torturés, limite constipés. Faut qu'ils aient un regard concerné et qu'ils s'indignent. Il faut qu'il y ait un trauma d'enfance, le complexe d'Oedipe, la mort du père référent. Et surtout, faut tout expliquer, quitte à fucker l'imaginaire, qui est par essence symbolique. Alors pourquoi les morts reviennent sur Terre? Pourquoi le S de Superman? Pourquoi Captain America a un nom à la con? Pourquoi Bane est Bane? Et bien sûr, pourquoi des monstres géants? Et pourquoi des robots géants? Et pourquoi des robots contre des monstres? J'ai envie de dire, on s'en tape, mais visiblement, l'assertion entraîne de suite une moue d'incrédulité. La seule erreur de Pacific Rim, qui lui a valu une sanction imméritée, c'est avant tout qu'il est l'antithèse absolue de tout ça, un pur fantasme de concept cool, assumé, revendiqué et décliné dans chaque seconde d'un métrage trop court pour contenir autant de générosité, autant d'amour du cinéma, autant de passion. Pacific Rim n'a pas de porte d'entrée et c'est sans doute ça qui rebute la vie de bouffeur de logique. Il résume en 2 minutes sa mythologie, à contrario du blockbuster de base qui passe 45 minutes confère Man of Steel à expliquer ce qu'on sait déjà et nous balance direct dans le cœur de son concept en dynamitant les codes usités du bidon de lessive hollywoodien. Contrairement à un Avatar, où tu vas avoir un Cameron qui est un mec suffisamment intelligent pour se dire « Ouh là là, faut que je fasse accepter des schtroumpfs, donc je prépare mon bidule, je mets 15 portes d'entrée différentes, la porte rationnelle, la porte mythologique, la porte comme ci, et je permets à tous les spectateurs de se retrouver avant de rentrer dans mon histoire, ce que ne fait pas Del Toro. Del Toro, c'est bam, kaiju, bam, robot, il y a la guerre, on y va !» Pour des gens qui ne connaissent pas les Kaiju Ega, qui ne sont pas habitués à ça et qui, au contraire, vont voir des Independence Day ou des Godzilla dans lesquels on passe 40 minutes à leur dire « Alors, il s'est passé un truc là, menons l'enquête, et il se passe là, et ah, mais c'est quoi ce truc ah, là, là. » Et le monstre, il arrive. Là, ils s'en bat les couilles. C'est, hé, les mecs, c'est la guerre contre les robots, les trucs, on y va, bam. Moi, je peux comprendre que ça déstabilise des gens, et que des gens soient là, bam. C'est la seule erreur. Are you funning me, son? Pacific Rim retourne totalement Transformers en termes de perspective narrative, se fout de la gueule du catastrophisme pompeux des blockbusters en déclarant sa flamme à son pendant japonais, caresse la beauté de ces monstres de chair et de métal car ils sont la quintessence de son concept, fait péter 1000 couleurs à l'écran comme alternative fun et utopiste au cinoche moribond de Christopher Nolan ou de Zack Snyder, mais surtout Pacific Rim est cool, viscéralement cool,
sans conteste le seul blockbuster vraiment cool de cette année. Moi j'arrive dans ce genre de film, chose que jamais dans l'idée Michael Bay n'a été capable de penser. C'est significatif. C'est là où t'as un mec bas du front et un mec qui kiffe ce qu'il est en train de faire. C'est que Michael Bay, bon, bah, il va te casser 14 fois le même immeuble, et tu regardes toutes les scènes de Transformers, et au bout d'un moment, tu dis, elles sont toutes pareilles. Elles se ressemblent toutes. Là, moi, j'ai un mec qui a un robot, qui prend un paquebot, et qui va foutre un pain à un monstre. Je dis, mais ouais, mec, t'as juste tout compris. Tu as tout compris. Merci. Il ne prétend pas comme d'autres apporter du sens, mais parce que sa vision créative est cohérente, elle fait sens. Del Toro s'amuse, kiffe, jouit de ses persos parfois en fond de teint, de ses gros jouets qu'il manie comme un gosse enthousiaste, trop heureux d'avoir le privilège de réaliser ses rêves d'enfance. Il ne passe pas 2 heures à célébrer sa crypto-profondeur intellectuelle en filmant sous la pluie les névroses de super-héros qui n'en demandaient pas tant. Mais quand il doit construire une scène traumatique, il offre plus d'émotion, plus de tension et plus d'immersion que tout Man of Steel et Dark Knight Rises réunis. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des drames fondateurs dans ce film. Il n'y a pas de problème à avoir un drame fondateur, c'est la façon dont tu le traites. La seule scène de la gamine, elle est tétanisante, elle est bouleversante. Il ramène toujours l'intimité de conflits psychologiques pour créer une espèce de terreau ultra consistant à son blockbuster fun et d'action. C'est ça qui est malin chez ce mec. Et tout se produit dans l'action. C'est pas je te fais une scène où je te dis alors montre oh là là je suis comme ci, je suis comme ça et puis après je fais une scène d'action. Tout se mêle. Et c'est parce que ça se mêle que c'est fluide, que c'est cohérent, que c'est jouissif, que c'est impliquant à mort. En cela, Del Toro est un vrai geek, un néophyte exigeant, qui n'a jamais oublié son âme de gosse et qui ne cherche pas de fausses postures pour se sentir exister. Del Toro jouit là où les autres peinent. Alors si vous voulez du fun, de la joie, de la couleur, de l'amour, du délire, et pas la traduction consternante d'une pensée égotique qui se complaît dans le cynisme ou dans la bien-pensance, il faut acheter Pacific Rim et s'éclater comme un gosse. C'est tout, point barre. Opération Frisson, c'est terminé. Séance copinage. Tous ceux qui regardent cette OP Frisson depuis longtemps et qui ont vu les spéciales Gérardmer se rappellent de la Minute Bordas avec mon grand pote Arnaud Bordas qui n'a pas chômé. Ça s'appelle De chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur. C'est pas simplement beau en termes visuels, c'est aussi hyper intéressant parce que Bordas a une vision du cinéma que je kiffe bien quand il ne fait pas que bouffer des gaufres. Et franchement, ça, c'est une référence. Voilà, sur ce, au mois prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Tous ces œuvres-là, toutes ces figures iconiques, Star Wars, Star Trek, tout ça, c'est dans l'inconscient collectif des gens. C'est des modèles iconiques dans leur tête. Et quand on leur dit on va en refaire, les mecs, attends, oui, mais alors, explique-nous tout ce qui n'a pas été expliqué. Mais putain, mais vous ne savez pas pourquoi c'est resté imprimé dans votre esprit. C'est une perte totale de la compréhension de la puissance évocatrice de l'imaginaire. L'imaginaire est important. L'imaginaire, c'est la seule chose qui peut sauver ce putain de monde dans lequel on est. Et on est en train de niquer l'imaginaire comme si c'était absolument pas grave. Et après on s'étonne parce que moi je suis désolé. Mais quand tout le monde crie en France ou ailleurs, ah, on n'a pas personne qui nous dirige, ou alors on n'a pas de ligne directrice, ou alors on n'a pas quelque chose qui nous fédère, ou on n'a pas de... Mais ça revient à ça les mecs. Il n'est pas cinématographique le problème parce que c'est à tout niveau. C'est moi le jour où je vois George Lucas qui essaye de m'expliquer en termes de physique ou de chimie ce qu'est la force, je me suis dit, ah oh putain, là on a un gros problème là.